De nos jours, quand on pense à musique, on pense soit à de la pop, soit à du rock, ou encore du rap, mais jamais à du classique. Pourtant, c'est un style qui a littéralement façonné la musique d'aujourd'hui, que ce soit dans la structure jusqu'à dans la manière d'écouter. Dans le passé, elle était florissante et au centre des traditions. Et aujourd'hui, de nombreux musiciens tels que Billie Eilish, Queen, les Beatles, Michael Jackson et encore plein d'autres ont puisé leur inspiration dedans. Pourtant, qui écoute vraiment du classique aujourd'hui? Et est-ce qu'on en écoute moins qu'avant? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On écoute la musique qu'on connaît. Ça explique en grande partie pourquoi la musique classique disparaît autour de nous. Même si pour la plupart on a été endormi par cette berceuse, ou encore on a appris l'alphabet par à vous dirais-je maman, mais pas plus. On est de moins en moins exposé à cette musique. Parce que maintenant pour écouter du classique, il faut vouloir écouter du classique. On n'a plus beaucoup de chance d'entendre du Chopin en allant dans un café. Et les grandes chaînes de musique préfèrent diffuser de la pop ou du rap. Pour ce qui est de la télé, on peut encore avoir des pubs qui en utilisent. J'ai un souvenir d'une pub de Perrier avec Grieg. Perrier citron vert, vous obtiendrez quelque chose d'extraordinaire. Mais force est de constater que c'est plus du tout dans notre quotidien. Conséquence, les jeunes ne vont plus au concert. On estime que seulement 4% des jeunes âgés entre 18 et 25 ans y sont allés au cours des 12 derniers mois. 4%, c'est très bas. J'ai pas envie de jeter la pierre non plus, c'est normal. On peut pas dire que ça donne toujours très envie. En réalité, les jeunes vont plus à des concerts qu'avant, mais c'est juste pas pour les mêmes styles. Y'a qu'à voir l'explosion des ventes des concerts de Billie Eilish ou de Blackpink. Mais j'ai ma théorie pour ça. La dernière fois, je regardais la version live d'un groupe de K-pop, et force est de constater que la version enregistrée est de bien meilleure qualité. Alors pourquoi je prends la peine de regarder une rediffusion de live? En fait, j'y suis pas vraiment pour la musique, mais plutôt pour le côté humain. On entend le public et la performance n'est pas tout le temps parfaite. Dans un monde où la musique qu'on écoute est très artificielle, dans le sens où pour enregistrer une voix, il faut plein de coupures et plein de tentatives, tout ça à rafistoler, à assembler, c'est une vraie discipline qui demande beaucoup d'expérience, mais on perd la spontanéité, et en naturel. Et justement, dans ce live, j'aime ce côté informel, tout comme j'aime aussi beaucoup quand c'est super bien enregistré. Et les gens qui vont en concert, ils y vont aussi surtout pour les artistes. Mais pour comparer, en classique, on aura une meilleure qualité en concert. Mais l'argument de vente, c'est la musique. Ce qui me motive à y aller, c'est pour l'œuvre, pas spécialement pour l'interprète. Je sais que c'est pas pareil pour tout le monde, mais j'avoue que je m'en fiche un peu de l'interprète, la plupart du temps. Sauf si je le connais, ou alors que c'est un ami, tout simplement. Mais si on regarde un peu en arrière, le petit génie Mozart, c'est lui qu'on allait voir. Pareil pour Paganini et Liszt. Petit coucou pour la caméra, là. Eux, on peut vraiment les considérer comme les rockstars de l'époque. Pour l'anecdote, Liszt fascinait littéralement le public. On parle de lui comme un phénomène. Un spectateur a un jour écrit « Ses doigts volaient sur les touches comme des esprits invisibles, et le piano semblait devenir une créature vivante sous son toucher. Il rendait la foule complètement folle de lui. Une véritable hystérie se produisait quand il était là, et cette hystérie, on lui a même donné un nom, la listomanie. Même les autres musiciens étaient fascinés par lui. Berlioz disait de lui, Liszt ne joue pas du piano, il est le piano. C'est pour dire. Et ça, c'est une excellente piste à creuser pour le classique. Mais quand même, ceux qui devraient le plus aller au concert, ce sont les musiciens. C'est ce que je me disais, mais ça dépend en fait de plein de choses. La première, c'est le style de musique. Même si on devrait tous être ouverts, on va pas forcément chercher à regarder les autres. La seconde, c'est que ça dépend beaucoup du niveau d'investissement. C'est vrai que si la musique c'est ta vie, tu risques souvent d'aller en concert. Et au contraire, si t'apprends juste pour le plaisir, ça devrait moins te tenter, même si t'es évidemment le bienvenu, même surtout le bienvenu. Mais je pensais aussi qu'il y avait plus de gens qui apprendraient la musique à l'ère des réseaux. J'ai fait mes recherches à ce sujet, il y aurait plus de personnes qui apprennent la musique, mais beaucoup plus juste pour le plaisir, moins pour le côté pro et la performance, ce qui nous donne des musiciens moins formés, moins impliqués dans la pratique, et moins susceptibles d'aller en concert. Je vais pas te mentir, je trouve ça très bien aussi. C'est pas uniquement ouvert à ceux qui font que ça de leur vie. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on consomme plus du tout la musique comme avant. Si on remonte un peu, il fallait acheter des CD, des vinyles, ou même écouter à la radio. C'était moins à la carte, il y avait plus de place pour découvrir quelque chose de nouveau. Et si on remonte encore un peu plus, pour écouter de la musique, il fallait avoir un musicien à ses côtés. Et oui, l'enregistrement, ça n'a pas toujours existé. Là, on était très loin de prendre son téléphone et choisir spécifiquement chaque morceau. Tout ça pour même pas vraiment l'écouter. Attends, je t'explique. Pour ceux qui m'ont connu au lycée, j'avais toujours de la musique dans les oreilles. Au début, c'était des écouteurs, puis après, le casque. Et j'avais une playlist de 12 heures que je laissais tout le temps tourner. Et ce qui se passait, c'est que j'écoutais juste les 3 premières
secondes. Et après la musique c'était juste du bruit pour mes oreilles. En fait c'était surtout pour me couper du monde. Et c'est ça dont je veux te parler. On n'écoute pas vraiment la musique. Et pour avoir discuté avec plein de gens, je sais que beaucoup le font. Je parle pour ma génération pour le coup. Au fil du temps j'ai arrêté de me droguer à la musique. Et mon Dieu ce que ça fait du bien, ça laisse un petit temps de repos à ton cerveau. Maintenant quand j'en écoute c'est un vrai plaisir. Si c'est ton cas tu devrais essayer. J'ai l'impression que c'est le côté de la société où tout doit aller tout le temps trop vite. La manière de beaucoup pour savoir s'ils aiment une musique, c'est de mettre en plein milieu et écouter 3 secondes. Je veux pas passer pour un moralisateur, mais on est où si on est même plus capable d'écouter une musique? Le problème, ou pas, de la musique, c'est que c'est une histoire, avec des péripéties et tout ça. Et il y a un sens dans l'histoire. Si tu prends pas le temps de t'y plonger, tu comprendras pas. Et tu n'aimeras pas sans même vraiment avoir essayé. Tu imagines si on faisait pareil avec les histoires? Il était une fois, hop, j'ai swipé. Mais c'est pas que de la faute de notre mode de consommation non plus. Il y a plein de barrières devant la musique. Et la première et la plus évidente, ce sont les clichés. Le fameux « c'est pour les vieux ». C'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu, mais si c'est ce que tu penses, va falloir y réfléchir 2 secondes. C'est vrai que dans un concert, le public est composé en grande partie de cheveux blancs et de calvitie. Mais comme je te le disais, c'est surtout lié au mode de consommation des jeunes qui sont différents. Mais si tu es ouvert d'esprit et que tu cherches à écouter, il y a un autre problème qui va arriver très vite. Le nom des morceaux. On dirait un code, alors il faut que je t'explique. Pour faire simple, en premier on a le genre musical. Un nocturne, une symphonie, une valse, c'est le type de morceau que c'est. Typiquement aujourd'hui on peut avoir une chanson ou une balade de rock. Après on a l'opus, c'est en quelque sorte le catalogue dans lequel on range le morceau. Maintenant c'est un peu l'équivalent des albums, mais au lieu d'avoir un nom, là ils ont un numéro d'opus. Et ensuite le numéro de l'œuvre, et après sa tonalité. Ce qui nous donne, par exemple, Nocturne, opus 48, numéro 1 en do mineur. Oui je sais, c'est long, mais après on en parle souvent comme « Oui, le Nocturne, tu sais celui en do mineur là ». Donc bon, t'es pas obligé d'apprendre par cœur non plus. Mais par contre, je te conseille vraiment d'aller écouter ce Nocturne, il est magnifique, je l'adore. Mais comme tu peux le voir, derrière tout ce code, il y a vraiment un univers génial à découvrir. Mais aussi, derrière cet univers, il y a des choses que tu ne peux juste pas comprendre. Et ça aussi, c'est une barrière. C'est vrai que comprendre les styles, les compositeurs et les époques, ça aide beaucoup pour le plaisir quand tu écoutes. Après, il y a un débat, est-ce qu'on doit connaître quelque chose à l'art pour l'apprécier? Je pense qu'on peut apprécier l'art sans rien y connaître, mais qu'on passe à côté de beaucoup de choses. À chaque fois que j'apprends quelque chose sur une musique, je l'aime encore plus. Alors toi aussi, si tu veux en apprendre plus sur la musique, abonne-toi, cette chaîne elle est faite pour ça justement. Mais si tu décides de te déplacer à un concert, je te préviens, il y a une règle qui peut surprendre. Ne pas applaudir entre les mouvements. En fait, les applaudissements sont très codifiés. Mais je vais pas t'expliquer toute cette règle en détail. Si tu sais pas, suis juste la foule. Ça a du bon d'être un mouton parfois. Mais je trouve que justement, ça donne un côté très musée à la musique. Dans le sens où c'est vraiment écouter de l'art pour de l'art. Y a pas de question de faire la fête ou de s'amuser. Pourtant, ça n'a pas toujours été comme ça. Mozart, il voulait qu'on applaudisse quand il y avait quelque chose qui nous plaisait. Liszt, il avait une foule en délire derrière lui. Et Chopin, il avait ses chants traditionnels où tout le monde chantait. Je pense vraiment qu'avoir la musique de musée, ça reste quand même une bonne chose. On peut mieux contempler, mais à mon humble avis, on devrait pas se contenter de ça. Il faut quand même garder quelque chose de populaire où le public il a sa place. Un peu comme la marche de Radetzky. En plus du cliché que le classique c'est pour les vieux, il y a aussi l'étiquette sur la musique moderne et contemporaine. Je t'avoue, j'étais le premier à penser que c'était forcément une suite de sons bizarres. C'est vrai, mais faut comprendre que dans la musique, il y a plein de courants différents. L'un des plus bizarres, le sérialisme. Je vais pas te le cacher, je suis pas sûr de comprendre grand chose dedans. Mais je vais essayer de t'expliquer ce que j'ai compris. On va prendre ce qui compose la musique. Les notes, la durée des notes, les nuances, et on va appliquer une série par-dessus. Pas une série Netflix, hein. Admettons, pour la durée des notes, on fait long, court, très court et très long. On se retrouve avec une série de durées de notes très précises. Et si on fait ça pour les notes aussi, je sais pas, moi, au pif, do, do dièse, sol, allez, si bémol, ça nous donne une série d'éléments qu'on va pouvoir superposer. Et une fois qu'on les met ensemble, ça donne un effet un peu bizarre. Ce serait l'équivalent de l'art abstrait en musique. Je vais pas te laisser sans un petit exemple quand même. Je suis vraiment pas sûr de comprendre, mais pourquoi pas. De manière globale, faut comprendre que c'est un style expérimental, qui veut rompre avec le passé là où tout est trop prévisible. Mais dans les musiques contemporaines, il y a aussi 2 choses dont j'ai envie de te parler. La première, c'est la musique minimaliste. En réalité, il y a de grandes chances que t'en connaisses au moins une. Expérience de Ludovico Einaudi. C'est vrai que ça fait pas vraiment partie du courant minimaliste, mais son style s'en inspire beaucoup et je trouvais ça plus simple pour t'expliquer ce que c'était. En fait, ce qui caractérise vraiment le minimalisme, c'est des motifs musicaux simples et beaucoup de répétitions. En fait, on peut dire que c'est vraiment ça le minimalisme, des motifs et de la répétition. Ce qui peut donner ça.
Pour vraiment apprécier, là, faut tout écouter et pas simplement swipe quand ça te plaît pas. Mais ce que je trouve fou dans ce style, c'est ce que ça implique. Ce courant apparaît dans les années 1960, aux États-Unis. Quand on parle de musique classique, on parle presque toujours de l'Europe. Faut attendre le 20e siècle pour qu'on commence à entendre parler des États-Unis. Et justement, ce qui se passe en Europe, c'est la domination du sérialisme. Oui, le truc bizarre dont je te parlais tout à l'heure. Et dedans, toutes les notes ont la même valeur. Il n'y a pas de hiérarchie entre ces notes. Et ça, c'est ce qu'on appelle le dodécaphonisme. Ce qui est contre la tradition de la tonalité, là où les notes ont une hiérarchie. Et le sérialisme, il fait exploser toutes les traditions. Et justement, le minimalisme, il y retourne. Enfin, juste dans celles qui sont importantes. Donc, le rythme et la tonalité. Parce que oui, s'il faut aller chercher du rythme dans le sérialisme, mon dieu. Ce qui est marrant, c'est que c'est une des premières fois où il y a une césure avec l'Europe. Dans la musique classique, je parle. Et ça plaît beaucoup. Tellement que ça passe dans toutes les radios et à la télé. Mais on va aussi le diffuser au cinéma. Et c'est ça la deuxième chose dont je voulais te parler. Les musiques de films. Parce qu'en fait, le classique n'a pas vraiment été effacé de la culture populaire. Je crois que si, parce que, à part les musiciens, j'ai l'impression que personne ne connaît Chopin. Même si le grand public connaît forcément Beethoven et Mozart au moins de nom, mais ça s'arrête généralement là. Et l'engouement qu'il pouvait y avoir se retrouve maintenant dans les musiques de films et de jeux vidéo. Et c'est dans ce style que la musique symphonique a encore sa place. Même si on adore la musique, on les connaît d'abord pour l'univers dans lequel il vient. Que ce soit Ghibli, Star Wars, Interstellar ou même Zelda, on adore ces musiques. En plus, les musiques de films sont vraiment l'héritage direct de l'opéra. Et je vais prendre le cas d'une saga que j'adore tout particulièrement. Star Wars. George Lucas, à la base, voulait de la musique classique pour son film, La Guerre des Étoiles. Un peu de la même manière que Stanley Kubrick a utilisé cette musique. Qui est en fait un poème symphonique composé par Strauss, qui veut dire que le compositeur s'est inspiré d'une œuvre littéraire, ici Ainsi parlait Zarathustra. Oui, je me permets cette parenthèse, fallait bien leur rendre hommage quand même. En revenir, George Lucas voulait de la musique classique pour son film, parce qu'il voulait un résultat grandiose. Et au final, son ami Spielberg lui conseille John Williams, ce que Lucas va faire, et plus tard, il ira même jusqu'à dire que ça a été une des meilleures décisions. Et je vais pas te mentir, je suis totalement d'accord. Pour composer ses musiques, John Williams, il utilise des procédés fascinants. Je vais t'en présenter un. C'est une technique grandement développé par Wagner, les personnages ont des termes musicaux, et même les concepts comme la force ou le côté obscur. Maintenant c'est tellement commun que c'est même plus surprenant, mais à la base c'était révolutionnaire. Et c'est pour ça que les musiques sont iconiques, elles se collent à l'histoire. On pourrait aller encore plus loin pour Star Wars, la musique raconte l'histoire. Pour les jeux vidéo c'est pareil, les musiques sont directement associées aux personnages et aux lieux. Le petit détail c'est que dans un film, on n'a pas de contrôle sur l'histoire, ce qui permet d'avoir plus de place pour la musique. Dans les jeux vidéo, la musique doit pouvoir tourner en rond, et donc elle est composée en conséquence. C'est pour ça qu'elle est plus répétitive, plus cyclique. Mais tout ça, ça fait partie de la culture populaire. Et heureusement que le classique a encore sa place dedans. D'ailleurs, faut que je t'explique comment je suis tombé dans le milieu. Quand j'étais tout petit, ma mère mettait de la musique classique. C'était en général pour aller se coucher. Et quelque part, on peut dire que j'ai toujours connu ça. Mais en grandissant, c'est pas spécialement resté. Mais j'ai un frère qui adore les animés. Et on peut dire qu'il m'a quelque peu beaucoup incité à en regarder. J'ai commencé avec les bases, Dragon Ball, Fairy Tail, tout ça quoi. Mais un jour, je suis tombé sur Your Line in April, un animé qui est dans l'univers classique. Et c'est comme ça que j'ai découvert ce style. J'étais absolument fasciné, ce qui m'a donné envie de commencer le piano. Et me voilà maintenant devant ton écran à te raconter ça avec ma passion. La musique classique est encore dans la culture populaire, mais j'ai l'impression qu'elle est très présente dans la culture asiatique. Parce que bon, après réflexion, ma mère est taïwanaise et les animés japonais, j'ai l'impression qu'il y a un lien. Et ça me fait aussi beaucoup penser aux nouvelles stars de la musique classique. En fermant les yeux, les premières personnes auxquelles je pense, c'est Lang Lang, Yuja Wang et Ray Chun. Bon, le dernier est taïwanais, mais les deux autres sont chinois, donc ça reste de la culture asiatique. Je sais pas pourquoi je dis ça, dans tous les cas c'est de la culture asiatique. Font partie des musiciens les plus connus. Au début de cette vidéo, je te disais que si on allait en concert, c'était plus pour la personne. Mais eux remplissent des salles à une vitesse dont tu n'as même pas idée. Mais je suis incapable de dire dans quel sens ça se passe. Mais ceux qui réussissent de nos jours sont des vraies personnalités sur les réseaux. Ils sont appréciés beaucoup pour leur musique, mais aussi beaucoup pour leur personne. Et si ça permet de découvrir la musique classique, c'est une bonne chose. Je suis ravi de voir qu'il y a un avenir possible pour la musique classique. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Et si la vidéo t'a plu, abonne-toi.